parti. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Après ce temps, on a réussi de supérer les problèmes et je suis énormément heureux. Monsieur le haut-commissaire du plan et maire de Pau, cher François Bayrou. Monsieur le consul général de la France, cher Alain Sterbic. Monsieur le directeur de l'Institut Europe, cher ami Andreas. Chers amis de l'Antiquité, chers participants et participantes au congrès, mesdames, messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille chaleureusement au nom du Centre des sciences de l'Antiquité de Zurich-Zat et de l'Institut Europe pour cette première conférence publique dans le cadre du 2e congrès international de notre Zat. Il nous tenait à cœur d'intégrer la perspective de la politique dans nos discussions sur les racines antiques des identités culturelles européennes et extra-européennes. Et pour des raisons sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, François Bayrou était dès le début de nos réflexions notre candidat idéal pour cette tâche. Nous sommes d'autant plus heureux qu'il ait pris la peine de venir nous voir malgré un emploi du temps extrêmement chargé en France et qu'il soit ce soir effectivement et pas seulement comme un hologramme ici parmi nous. Permettez-moi, cher Monsieur Bayrou, de vous exprimer d'emblée nos plus vifs remerciements pour votre disponibilité. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Si l'on pense à l'Europe, à Zurich, la coopération avec le Europa Institute, qui organise régulièrement des conférences de très haut niveau dans la tradition du célèbre discours de Churchill, est plus qu'évidente. Je suis donc également très heureux que le directeur de cette institution, le professeur et cher collègue Andreas Kelleras, soit présent ce soir et nous adresse un bref message de bienvenue. Andreas, the floor is yours. Mesdames, Messieurs, chers collègues, cher Monsieur Bayrou, l'un des points plus forts de ce 2e congrès international ce soir est certainement l'exposé suivant de Monsieur François Bayrou. Je ne trahis aucun secret en mentionnant ici qu'il n'a pas été facile d'attirer Monsieur Bayrou ici à Zurich. Dans nos efforts, j'ai d'abord pensé que je devrais avoir un accès privilégié à lui, puisque je le connais personnellement. Ça veut dire il ne me connaît pas. Moi, j'étais encore un très jeune étudiant intéressé en politique et j'ai participé à une université d'été de son parti politique près de Saint-Tropez, peut-être Ramatuelle si je me souviens bien. C'était en 1989, je crois. Il est donc exactement 33 ans. Et c'était l'an qu'on a célébré 200 ans de la Révolution française à Paris et aussi à Ramatuelle, je crois, si je me souviens bien. M. Bayrou était déjà à l'époque un jeune politicien très connu, dynamique, très prometteur, intelligent, charismatique, qui parlait extrêmement bien. Nous étions tous passionnés. Après, M. Bayrou a fait une carrière politique impressionnante. Il est connu pas seulement en France, mais en toute l'Europe. Il était 2 fois ministre. Il était aussi presque président de la République, mais not encore. Peut-être ça arrive un peu plus tard. Mais il est resté fidèle, il est toujours resté fidèle à son parti politique, à sa conception politique, et ce qui l'honore beaucoup. Et puis, il aurait été encore plus difficile de le convaincre de venir à Zurich s'il était une fois même président de la République. Comme ça, pour nous, c'était bien. Comme il a 33 ans, M. Bayrou parle aujourd'hui du rôle de l'Europe. Un thème qui continue et continuera à l'avenir, comme le montre la guerre en Ukraine aujourd'hui, d'une importance centrale pour notre continent. La Suisse n'a malheureusement pas encore trouvé sa réponse à ce sujet, mais il serait content qu'elle la fasse. Monsieur Bayrou, nous nous réjouissons de votre exposé. Soyez le bienvenu ici à Zurich. Merci.
Un grand merci, cher Andreas, pour tes mots et en général pour l'agréable collaboration. Je dois malheureusement excuser ici notre vice-rectrice, Elisabeth Stark. En tant que romaniste, elle est professeure ordinaire de linguistique romane à Zurich. Elle aurait été particulièrement heureuse d'être présente ce soir et de pouvoir saluer Monsieur Bayrou à notre alma mater, également au nom de la direction de l'université. Mais elle a malheureusement dû annuler sa participation pour cause de maladie. Donc, bon rétablissement, chère Elisabeth. Comme je l'avais dit, François Bayrou nous a semblé être l'homme politique idéal pour une leçon magistrale sur le rôle de l'héritage antique dans la politique européenne contemporaine. Et cela pour plusieurs raisons, une étant évidemment sa formation classique. C'est absolument clair. Pour ma part, j'ai pour ainsi dire découvert pour moi-même François Bayrou plus tard en 2012. Et Andreas a déjà fait des allusions lorsqu'il s'était présenté comme candidat à l'élection présidentielle française. C'était alors clair pour moi, en tant que zone politikon qui s'intéresse toujours vivement à la politique française, notamment aussi pour des raisons familiales, que si j'avais eu le droit de vote, je n'aurais certainement pas voté pour Nicolas Sarkozy ou François Hollande, mais pour lui. Et cela aussi, mais pas exclusivement, en raison de ses origines humanistes classiques qui m'ont semblé transparaître partout dans ses discours et aussi ses actes et actions. À la lecture du curriculum très riche et fascinant de François Bayrou, les noms des hommes et des femmes politiques avec lesquels il a travaillé ou qu'il a du moins côtoyé sous une forme ou sous une autre apparaissent comme une sorte de who is who de la Ve République. Parmi eux, Michel Alliot-Marie, Michel Barnier, François Fillon, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, Édouard Balladur, Alain Juppé, Ségolène Royal et bien d'autres encore, pour ne pas oublier le rôle que François Bayrou a joué comme faiseur de roi dans l'accession d'Emmanuel Macron à la présidence française, avec lequel il continue de travailler très étroitement aujourd'hui. Issu d'une famille d'agriculteurs des Pyrénées-Atlantiques, il a d'abord fait, ses études de lettres classiques, pour lesquelles il a obtenu l'agrégation en 1974 à 23 ans. Ce qui est intéressant et dans un sens particulier aussi bien européen, c'est son enthousiasme dès sa jeunesse pour des mouvements chrétiens non violents d'inspiration gandhienne, comme la communauté de Lanza del Vasto, lui étant en même temps aussi un défenseur très ferme de la laïcité comme principe fondateur de la République. Mais l'option pour les plus faibles socialement reste également déterminante pour ses activités ultérieures jusqu'aujourd'hui. Sa carrière politique est centrée d'une part sur sa région d'origine et d'autre part sur la centrale, le centre de pouvoir dans la capitale. Dès l'âge de 30 ans, il devient conseiller général des Pyrénées-Atlantiques élu dans le canton de Pau-Sud et il reste fidèlement attaché à sa région qu'il sert depuis 2014 en tant que maire de Pau et président de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées. Au niveau national, il a été ministre dans 4 gouvernements, dont celui d'Édouard Balladur, le premier de Alain Juppé, le deuxième de Alain Juppé et le premier gouvernement de Philippe aussi. Et il était surtout aussi ministre de l'Éducation nationale, y incluant aussi dans le premier gouvernement Juppé l'enseignement supérieur de la recherche et de l'insertion professionnelle. Et sous la présidence d'Emmanuel Macron, il était ministre d'État, garde des Sceaux et ministre de la Justice. Il a d'ailleurs aussi siégé au Parlement européen de 1999 à 2002 et préside toujours le Parti démocrate européen, cofondé en 2004 avec Francesco Rutelli, dont un des piliers est en fait le MoDem, le mouvement démocrate fondé par François Bayrou en 2007, dont il est également le président. Comme je l'ai dit, parmi ses fonctions actuelles figure la mairie de Pau, la présidence de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées, ainsi que le Haut Commissariat au Plan à Paris, qui est, si je ne m'abuse, une sorte de think tank dans le sein du gouvernement français en charge, pas tellement, en tout cas en charge de penser l'action politique sur le long terme, à 10, 20 ou 30 ans, et qui a pris ces dernières années des positions très remarquées sur des sujets d'avenir aussi importants que le Covid et sa dette, l'indépendance stratégique de la France pour ceux qui regardent les produits vitaux et les secteurs stratégiques,
L'électricité, la démographie, le Haut Commissariat estime qu'il manque au moins 50 000 naissances en France pour assurer le renouvellement des générations et assurer la survie du pacte social, et l'agriculture qui tient tout particulièrement au cœur à François Bayrou. Et en plus de tous ces engagements, la nouvelle de la dernière heure est sa nomination de secrétaire général d'un conseil national de refondation qui doit être lancé seulement le 8 septembre, mais la nomination du secrétaire général est d'aujourd'hui, et ce conseil est censé réunir des associations, des syndicats et des partis pour trouver des zones de consensus dans la société française, qui a aussi les mêmes tensions qu'on a ici, qu'on a partout dans le monde maintenant, politiquement. Et donc, c'est l'essentiel, si j'ai bien compris, aussi de réunir des intellectuels pour réfléchir sur les grands thèmes de réforme à long terme. Toutes nos félicitations, cher monsieur, pour ce nouveau défi. Cela fait qu'esquisser les prestations et la carrière aux multiples facettes de François Bayrou, qui s'est également profilé comme essayiste. Mais je pense que vous aurez compris pourquoi nous voulions absolument l'inviter à cette conférence de ce soir. Car il allie une connaissance intime de la société et de la politique française et européenne à une clairvoyance exceptionnelle et aux lettres classiques, sur lesquels repose en fin de compte son engagement politique. Nous vous remercions donc encore une fois chaleureusement de votre disponibilité, cher Monsieur Bayrou, et nous sommes extrêmement impatients d'entendre ce que vous avez à nous dire sur l'héritage de l'Antiquité dans la réflexion sur l'Europe contemporaine. Merci beaucoup. En entendant parler le professeur Rydweg, je me disais que j'aurais bien des remarques à faire sur le curriculum vitae qu'il a évoqué, parce que peut-être tous les noms qu'il a cités ne sont pas aussi sympathiques à mon endroit que vous l'avez été. La deuxième chose, c'est que vous avez dit que vous étiez impatient de m'entendre. Je crains que vous ne soyez impatient de m'entendre finir mon discours, parce que en voyant mon texte, je me dis que il va falloir que je l'abrège. Et troisième raison, alors à destination de la salle, je suis très honoré de votre présence. J'espère que le plus grand nombre possible d'entre vous comprend le français. C'était pas si clair. Il faut que je vous dise comment le professeur Rydweg m'a piégé, parce que il m'arrive assez souvent de refuser des conférences. Il m'a piégé pour deux raisons. La première, très honorable, c'est que je pense que cette question des sources de notre civilisation, de notre société, de notre système politique, est une question essentielle. Je vais essayer d'en dire un mot. La deuxième, c'est qu'il m'a dit venez en 1946, c'est là que Churchill a fait son discours dont tout le monde a mémoire à l'université de Zurich et dont la dernière phrase était que l'Europe ressuscite. J'indique au passage que pour Churchill, la Grande-Bretagne n'était pas dans l'Europe. Ceci pour la vérité historique. Donc je me suis dit, bon, Churchill, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y a 100 ans, jour pour jour, Paul Valéry, quasiment jour pour jour, c'était je crois au mois de novembre, Paul Valéry a été invité à faire le même genre de conférence, et c'était juste à la suite de son texte si marquant pour beaucoup d'entre nous, qui était « Nous autres civilisations savons aujourd'hui que nous sommes mortels ». Et il a publié ce texte au lendemain de la guerre de 14, et l'université de Zurich lui a demandé de venir commenter ce texte, et c'est dans cette conférence qu'il a dit ceci, que tout le monde aussi a en mémoire: toute race et toute terre qui a été successivement romanisée, christianisée et soumise quant à l'esprit à la discipline des Grecs est absolument européenne.
Et Churchill avait dit que l'Europe, c'était la patrie de tous les grands peuples apparentés du monde occidental, le berceau du christianisme, de la morale chrétienne, le point de départ de la plus grande partie de la culture, de la philosophie, des arts, de la science du passé et du présent. Et pour moi, il est absolument fascinant de voir deux des personnalités les plus marquantes, bouleversantes du siècle, à la fois le caractère le plus trempé et la volonté la plus ferme et l'intelligence la plus aiguë. L'un c'est Churchill, l'autre c'est Paul Valéry. Il est fascinant que ces deux grands esprits, tous les deux s'exprimant ici, ont pris la même référence à l'Europe, une référence par la culture et par les racines. Alors c'est le chemin que je vous propose de suivre, modestement. Quelles sont les clés que cette histoire de notre culture, que les mythes, que les légendes, que la littérature et la philosophie antique nous offrent pour nous éclairer sur l'identité de l'Europe et qui nous permettront de nourrir une réflexion sur notre avenir commun. Donc je vais essayer de scruter les signes. Une enquête donc politique et sémiotique, civique et historique sur cette réalité au départ improbable qui nous offre à nous Européens un cadre indispensable pour réfléchir à notre avenir. Et je dis au passage que si on voulait analyser l'importance de ce cadre européen pour nous, il suffirait de conduire l'interrogation a contrario. Où en serions-nous et quel avenir pourrions-nous penser si la réalité et le projet européen n'existaient pas ? Dans les grandes crispations du monde, si nous n'appartenions pas à cette famille de peuples et de sociétés, à cette nation de nations, comme quelqu'un l'a dit en France, quel avenir pourrions-nous imaginer ? Et en vérité, nous n'aurions qu'un seul destin, nous Français, nous Allemands, nous Suisses, c'est d'être soumis aux grandes puissances qui se livrent combat sur la scène du monde. Et donc, pour moi, seule l'existence de l'Europe, la conscience de son existence, nous permet de penser un autre avenir. Cet avenir n'est pour moi nullement garanti. Pour paraphraser Paul Valéry, nous autres civilisations, nous autres Européens, nous savons maintenant que nous pouvons aussi nous suicider. Cette réflexion qui va survoler 20 ou 25 ou 25 ou 27 siècles n'a pas d'autre but que de nous faire réfléchir à cette vocation d'Européens, miraculeusement préservée, mais libre de choisir ou de refuser notre avenir commun. Comme ce sont des débats qui, si j'ai bien compris, intéressent aussi la Confédération, je vous livre cela avec grand intérêt. Ces deux questions, l'identité et l'avenir de l'Europe, pour moi, dépendent l'une de l'autre. Et le sujet de cette réflexion est celui-ci, cette antiquité dans laquelle plongent nos racines, nous offre des éléments précieux de compréhension de ce que nous sommes, parce que je tiens, comme beaucoup d'entre vous, que pour les êtres humains, comme pour les sociétés et les civilisations, et aussi pour les entités politiques, pour savoir où l'on veut aller, il faut aussi savoir qui on est. L'Europe est une communauté de civilisation, et donc il est intéressant de mesurer que ce qui a construit l'Europe, cet effort ininterrompu, cette dynamique qui, de plus grands savants que moi sont là pour le rappeler, cette dynamique qui a pris naissance quelque part du côté du 7e siècle, avant Jésus-Christ, avant notre ère, qui est liée à la diffusion de l'écriture,
parce que ainsi va être permise l'enregistrement, la transmission de poésie, la transcription de légendes significatives, de textes religieux, de mythes aussi, dans les 3 régions distinctes qui sont les 3 sources de notre civilisation. La première, aux confins de l'Asie mineure et de la péninsule arabique, reliée à la vallée du Nil et à la Mésopotamie. C'est là que va se développer la société mosaïque, et donc qui va abriter la naissance de la Bible. La deuxième est la Grèce, toujours dans ce basculement du 7e siècle, et avec évidemment Homère, directement la plus parfaite forme de poésie qu'on puisse rencontrer, et un système intellectuel qu'on a appelé philosophie, un système politique qu'on a appelé démocratie. Poésie, philosophie, démocratie, 3 mots grecs qui sont 3 éléments de notre essence européenne. Et le 3e, c'est Rome. On aura beaucoup à parler de Rome dans cette soirée. La tradition historique, comme chacun d'entre vous le sait, situe la naissance de Rome en 753. Et la chronologie traditionnelle indique que c'est à la fin du 7e siècle que le dernier roi de la dynastie des Tarquins a été chassé de Rome à jamais et que donc a commencé l'histoire de la République. Les 3 sources principales de cette dynamique européenne, 3 sources clairement identifiées et aussi 3 langues qui finiront par s'interpénétrer et auxquelles nous sommes, 3 visions du monde qui vont, si j'ose dire, se métisser et qui vont nous permettre de vivre, d'exister. Au passage, rappelons pour ceux qui, ici personne, mais qui l'oublieraient, que Rome a duré 2 millénaires, 6 ou 7 siècles avant notre ère et 5 siècles après Jésus-Christ pour la chute officielle de Rome en 476, mais que l'Empire romain se survivra à Byzance pendant encore 1000 ans, presque jour pour jour, jusqu'en 1453. Dans notre Europe occidentale, cette forme politique de Rome n'a jamais cessé d'être fascinante et Charlemagne se fait couronner empereur. Ça fait un certain scandale à Byzance, mais pour l'histoire de notre continent, c'est majeur. Et donc, cette réflexion, c'est une réflexion autour de notre identité. Et évidemment, l'identité pour une société, c'est ce qu'elle croit. L'Europe n'est pas un espace ou pas seulement un espace. Je reviendrai sur cette réflexion tout à fait à la fin. Elle est une vision du monde. Mais cette vision, proprement cette idéologie qui fait l'Europe, ne peut être défendue et promue sans le support d'une entité politique. Et chacun d'entre nous le sait, parce que c'est Rome qui a fourni la forme, l'État, la puissance, l'administration, si j'ose dire le hardware, et que Athènes et Jérusalem ont fourni le software. Et ça a produit l'Europe que nous sommes, que nous formons ensemble. Et ça nous a appris une chose essentielle: sans institution, sans forme politique identifiée, il n'y a pas de survie pour une civilisation. Sans État, quelle que soit la forme de l'État, il n'y a pas de société qui puisse se développer. Et donc, première réflexion. On va s'arrêter rapidement à une deuxième réflexion. J'ai dit que l'Europe n'était pas un espace, mais il est tout de même intéressant de se demander où est l'Europe pour les anciens, pour l'Antiquité. Pour l'Antiquité, l'Europe ne désigne pas du tout une partie du monde. Je crois qu'on a une assez bonne illustration. Au début, l'Europe est une figure, je ne dirais pas mythologique, mais au moins mythique,
Europe, fille d'Agénor, le roi de Tyr, était très belle et Zeus en tomba amoureux. Le roi des dieux prit l'apparence d'un taureau blanc et vint auprès de la jeune fille qui jouait avec ses compagnes au bord de la mer. Il était si beau, dit la chronique, il paraissait si doux, quand il vint se coucher aux pieds de la jeune fille, qu'elle osa monter sur son dos. Alors le taureau partit à la nage et traversa la mer jusqu'en Crète, vers l'ouest. Et comme il y a ici des très éminents philologues indo-européens, en indo-européen, donc étymologie du nom Europe, l'adjectif eurus, large, et ops, l'œil, le regard, l'apparence, l'aspect. Et donc on a proposé plusieurs interprétations de cette étymologie. Au visage grand, large et blanc. Puis il paraît qu'en indo-européen, herbe, c'est l'ouest. C'est ça, oui presque, c'est ça. Et donc, voilà l'étymologie d'Europe. Un taureau blanc et puissant, au pelage doux, qui est le plus grand des dieux, celui qui garantit les lois et l'amour, et une princesse au regard clair à la peau blanche pour la conduire à partir de Tyr vers la Crète, c'est-à-dire vers l'Occident. D'où notre racine lointaine. Il faut rappeler que Zeus a dans ses attributs la souveraineté sur toutes les terres émergées, la souveraineté sur les lois et sur l'amour. Échille dit Zeus est l'éther, Zeus est la terre, Zeus est le ciel, Zeus est tout et ce qui est au-dessus de tout. Mais tout le monde voit bien que ce qui s'impose dans ce mythe, dont vous avez l'illustration sous les yeux, c'est le désir, le départ, le mouvement, l'arrachement, le déracinement, le transport, la rupture avec l'origine, la traversée, l'élément marin, l'arrivée sur ce qu'on croit une île, ou si c'est la Crète qui est une île. En tout cas, intéressant de noter que pour un grec, je suis tout à fait confus parce que la plupart d'entre vous connaissent parfaitement ces textes, mais pour un grec, l'Europe est étrangère à la Grèce. Et à toutes les dépendances de la Grèce. L'Europe est ailleurs. L'hymne homérique à Apollon, on est toujours au 7e siècle, Apollon souhaite construire un temple à Delphes, et il dit « Et ceux qui habitent le Gras Péloponnèse, comme ceux d'Europe et des îles entourées de flots, viendront m'y consulter, et je prophétiserai. » Et c'est évidemment le temple de la Pythie. Au 5e siècle, Hérodote découpe le monde en 3 parties, la Grèce, l'Asie et l'Europe. Et cette fois-ci, c'est une identification géographique de cet ailleurs. Et donc, il y a quelque chose d'intéressant que Hérodote dit aussi. Ça m'a permis de retraduire du grec, j'étais très content, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Pour l'Europe, dit-il, de même que nul ne sait si elle est entourée d'eau, on ne sait rien sur l'origine de son nom, ni qui le lui a attribué, à moins d'accepter que c'est d'Europe, fille de Tyr, qu'elle le reçut. Si c'est le cas, cette terre était auparavant anonyme comme les autres parties du monde, mais alors, cette Europe était originaire d'Asie et ne vint jamais dans ce pays que les Grecs appellent présentement l'Europe. Doublement ailleurs. Ailleurs par rapport à la Grèce, et dit Hérodote, ailleurs par rapport à Europe. Je trouve que cette idée est intéressante, puis vous savez que la rencontre entre Europe et Jupiter n'a pas été sans conséquence. Et il y a dans Ovide ces vers que vous connaissez tous, c'est les vers 617 et 618 du livre 5 des Fastes. Te Sidonie, Jupiter implet,
toi, fille de Sidon, Jupiter t'a fécondé, on dira. Parce quetum terrae tertia nomen habet, et tu as donné ton nom, tu donnes ton nom à la troisième partie de la terre. Pour l'Antiquité grecque et latine, l'Europe est venue d'ailleurs, sa naissance et sa source sont lointaines et étrangères. Les destins commandés par les dieux lui affectent cette terre d'Occident, mais sa mémoire, ses goûts, ses préférences sont toutes à construire. Et la mythologie nous dit que, au fond, l'Europe, c'est une page blanche pour écrire une nouvelle histoire. Et ça m'a rappelé quelque chose que Plutarque rapporte, c'est que quand Romulus a fondé Rome, ce sont des étrangers qui sont venus pour peupler Rome, des fugitifs, des esclaves. Il raconte quelque chose que je trouve fascinant. Chacun d'eux apporte une poignée de terre de chez lui, de sa terre natale, et le jette dans une fosse que Plutarque appelle mundus. On va constituer un monde avec la terre d'origine de ceux qui viennent peupler la cité nouvelle, peut-être le continent. C'était une réflexion géographico-mythologique que je livre parce que il me semble qu'elle relaie une réalité, c'est que l'Europe est un monde ouvert. Et je voudrais m'arrêter une seconde sur ce point, parce que lorsqu'on entre dans cette question, une réalité saute aux yeux. Si on se représente par la pensée les grandes civilisations de la planète, la Chine millénaire, l'Inde immémoriale, le Moyen-Orient qui honore le Dieu unique de tellement de façons différentes que on va jusqu'à souhaiter la mort de celui qui partage au fond les mêmes grands principes, du tellement semblable. Mais ces grandes civilisations ont tout un point commun qui fera la première singularité de la réflexion que vous m'avez demandé de consacrer à la présence de l'Antiquité dans notre identité. Ces grandes civilisations honorent toutes leurs racines, mais toutes honorent leurs racines propres. Aucune d'entre elles ne va chercher ses racines ailleurs que dans sa propre histoire. Or, précisément, cette histoire singulière, la nôtre, elle se démarque complètement de la Chine qui prolonge la culture confucéenne taoïste, de l'Inde qui prolonge la tradition védique, du peuple juif qui se lit dans la Torah, les musulmans dans le Coran. Aucun d'entre eux ne songerait à s'identifier à des racines hétérogènes. Il se trouve que l'Europe a composé ses racines, son passé, via ces racines diverses et qui en font un élixir, on va dire, sans précédent. La Bible n'est pas européenne. La Grèce des temps classiques ne l'est pas non plus. Et nous avons ainsi constitué une communauté de civilisation qui s'est affirmée dans des pays divers, en dehors de l'exaltation de son patrimoine propre. Alors bien sûr, il y a Rome. Et si j'ose dire, il y a toutes les Roms. La Rome légendaire de Rémus et de Romulus, eux aussi surgis de nulle part, comme Moïse en Égypte, lancés comme Moïse sur un panier d'osier, recueillis, on le sait, par une louve, la louve des rois étrusques, puis la Rome de Tarquin le Superbe, qui sera chassée par les patriciens pour avoir outrepassé ses droits, la Rome de la République romaine, à son apogée avec ses assemblées, au nombre de 4 selon la naissance et l'élection, la Rome du basculement dans l'Empire, la Rome impériale et plus tard la Rome chrétienne, confrontée à la prééminence de Byzance, on vient de sauter, pour ainsi dire, 20 siècles.
Mais il est une réflexion qui mérite qu'on s'y arrête aussi à propos de Rome, qui est cohérente avec ce que je disais auparavant. C'est que tout ce que Rome nous a apporté et qui a formé notre identité européenne, ou plutôt rien de ce que Rome a apporté, y compris à ses propres enfants, à ses étudiants, à ses cadres, rien n'a été conçu à Rome. Très tôt, ce que Rome a porté auprès des Romains, c'est la philosophie et les modes de pensée grecs. Et plus tard, ce que Rome a porté, pas seulement auprès de ses citoyens, mais bien au-delà, dans le monde connu, dans toutes les provinces établies en Europe, c'est une philosophie, une vision du monde, une religion qui viennent de beaucoup plus loin encore, qui viennent d'Orient, le christianisme et ses variantes diverses et hérétiques pour un certain nombre d'entre elles. C'est ainsi que de Rome, modérément religieuse, polythéiste sans excès, en tout cas pendant longtemps, le monothéisme a été l'apport principal. Par transition, et a permis cette étonnante construction politique et sociale qui est devenue notre Europe. Ainsi, la seule puissance, la seule source de notre civilisation qui provienne du sol européen, n'apporte aux Européens qu'une pensée, une vision du monde extra-européenne. Et Rome a fourni, comme on le disait tout à l'heure, le cadre, l'armature, l'organisation de la société, la construction de gouvernements qui feront la fortune de ses philosophies et de ses croyances. Et il y a au-dessous de tout ça quelque chose d'extrêmement précieux pour nous tous, c'est un projet philosophique. Et ce projet philosophique qu'on a vu s'établir et s'affirmer au travers du temps, je voudrais le relier à ce qu'est, je crois, le long combat, conscient ou inconscient, de la pensée européenne. C'est un combat vers l'émancipation. Une émancipation face aux autorités sans légitimité, face aux dogmes transmis comme intangibles, face aux autorités qui se présentent comme sans recours, et ceci, c'est toute l'histoire de l'Europe. Au 5e siècle avant notre ère, Athènes, ça tous les écoliers, je crois, le savent, vous devrez le savoir, Athènes a inventé une forme de démocratie, c'est le mot qui a utilisé, en même temps que Rome affirme la République. Je trouve d'ailleurs qu'on est assez injuste dans l'histoire qui se propage, on est assez injuste à l'égard de Rome parce que on fait beaucoup plus de crédit à Athènes qu'on en fait à Rome. Or, il me semble que Rome mérite mieux que cette situation secondaire. Comme vous le savez, à Athènes, ce qui tient lieu d'élection, c'est le tirage au sort. Pendant des siècles. Au moins 2 siècles, pour la plupart des emplois et pour les fonctions les plus importantes, ne peuvent être tirés au sort que les plus riches. Et donc, on est injuste parce que c'est à Rome, dès l'origine, qu'on a choisi d'élire, au sens moderne du terme, puisque la République romaine, au travers de bien des vicissitudes, a inventé les règles qui régissent les magistratures, l'élection et le cursus honorum. Le tirage au sort, on voit bien ce que ça signifie. C'est 2 affirmations. La première, c'est les citoyens sont égaux entre eux et peuvent également exercer les magistratures. Et puis les dieux s'occuperont de choisir les meilleurs. Ça, c'est évidemment, il y a évidemment derrière tout cela une pensée extrêmement forte, c'est que il n'est pas d'autre source de pouvoir. Et pour exercer le pouvoir, il n'est pas d'autre légitimité que d'être un citoyen. Alors nous savons bien que ça a bien des limites, que ces limites sont de l'époque, des mœurs antiques, c'est les hommes et pas les femmes, les hommes libres et pas les esclaves, les citoyens et pas les étrangers,
les riches et pas les pauvres, ou plutôt moins les pauvres que les riches. Mais ce qui est remarquable, c'est la reconnaissance dans les deux cités, dans les deux sociétés, que la source du droit est dans la communauté, qu'il n'en est pas d'autre, que cette communauté doit décider pour son propre destin, pour se choisir des chefs, qu'elle doit voter ses propres règles, arrêter ses propres lois et prononcer, dans les cas les plus graves, les condamnations qu'elle jugera utiles. Eh bien, je ne sais pas si nous mesurons tous ce que cet instant qui a produit un ferment qui va ensemencer les millénaires qui viennent, c'est un grand mouvement d'émancipation, je le disais. L'être humain, pris à titre individuel, les communautés humaines n'ont plus à se conformer et à se plier à des lois établies en dehors d'elles, et elles doivent revendiquer la responsabilité et la maîtrise des lois auxquelles, en personne individuellement ou en communauté, elles accepteront d'obéir. Je ne sais pas si on mesure que, à cette époque, il n'est aucune société à la surface de la planète, sous aucune latitude, aucune tradition culturelle qui porte une telle revendication. Et donc, cette invention d'Athènes et de Rome, c'est l'invention du politique, l'idée que le destin de la cité, la police grecque, est remis entre les mains du peuple qui la forme et n'est plus dépendant de la décision d'un seul ou d'une seule classe à une autorité extérieure à lui-même, proprement révolutionnaire. Alors, dès l'origine aussi, il y a, dans les deux cités, la préoccupation d'équilibrer le pouvoir des dirigeants et de limiter le pouvoir des dirigeants. En limitant drastiquement leur mandat dans le temps, c'est le cas à Athènes et c'est le cas à Rome, des mandats limités à 1 an qu'on peut quelquefois exercer une deuxième fois. Point à la ligne. Et puis en équilibrant ces pouvoirs, en remettant le pouvoir législatif à une assemblée où pouvait siéger tout citoyen, c'est l'ecclésia, conseil de 400 ou de 500 membres, rémunérés, mais limités à l'exercice de 2 mandats annuels. Dans les deux cas, si on essaie de lire au-delà de l'énoncé historique, non seulement le pouvoir est désacralisé, mais le corollaire de cette nouvelle définition, c'est l'invention du débat, des arguments, de la comparaison des options, de la force de persuasion, ce que, dans notre langue moderne, nous appelons politique. Le pouvoir qui limite le pouvoir, l'équilibre des pouvoirs, leur limitation dans le temps, la limitation par les contre-pouvoirs, on va en voir un à Rome. Il est fascinant de voir que dès le premier jour, cet impératif de limitation et d'équilibre est présent dans la réflexion politique des anciens. Et je parlais d'équilibre, la cité grecque et la cité romaine ont fait de cet impératif d'équilibre une des vertus cardinales des gouvernants, car le crime pour la cité grecque, c'est l'hubris. Violence de la passion de dominer, l'orgueil et l'arrogance. On sait que c'est cette hubris des mortels, particulièrement des mortels puissants, qui déclenche la colère des dieux. Et toute la réflexion politique des Romains tourne autour des vertus nécessaires pour que la cité soit bien gouvernée. Gravitas, dignitas, virtus et pietas. Il m'arrive très souvent de rappeler aux dirigeants politiques français ces 4 impératifs. Alors, gravitas, c'est le sens des choses importantes, des choses lourdes. Dans une société de communication, cette réflexion s'impose. Dignitas, c'est le souci qu'on a de soi-même en tant que représentant du peuple. Virtus, c'est le courage.
ce qui me permet de rappeler, moi, dirigeant du centre, que in medio stat virtus, ça veut dire que c'est au centre qu'est le courage. Je ferme la parenthèse. Et pietas, ça signifie que il ne faut pas se prendre soi-même pour le résultat de ses propres œuvres. C'est pas parce que vous êtes bon que vous êtes en situation de gouverner. C'est parce que les destins, quelque part, le peuple peut-être, ont fait que vous avez été choisi. Gravitas, dignitas, virtus et pietas. Je crois que cette sagesse, souvent contredite, même du temps de ceux qui l'ont formulée, aurait beaucoup de choses à dire aux plus modernes, aux plus contemporaines de nos sociétés politiques. Je trouve que ces 25 siècles qui nous séparent de ceux qui ont énoncé ces principes permettent de mesurer à quel point ils étaient incroyablement lucides et en avance sur les temps qui vont venir. Héritage de l'Antiquité. Héritage politique, l'état de droit. Aristote définit l'état de droit, la cité ordonnée par la loi respectueuse du citoyen, et celle dans laquelle la loi prime sur la volonté individuelle d'un souverain et que les fonctionnaires publics ou les magistrats se plient aux lois. Dans la politique, on lit « Le gouvernement de la loi est plus souhaitable que celui des citoyens individuels et selon le même argument, s'il est meilleur que certains gouvernent, il faut les établir d'abord comme gardiens et serviteurs des lois. » L'idée que la loi est supérieure au pouvoir, qu'il est une loi supérieure au pouvoir, ces notions antiques ont permis d'identifier le principe de l'état de droit. Et ce sont deux notions héritées de l'Antiquité que je voudrais rappeler ici, qui ont elles aussi été définies au 5e siècle avant Jésus-Christ. La première, c'est l'isonomie, la garantie que la loi est la même pour tous, qu'elle est équivalente pour tous, et qu'elle est connue de tous, et que cette loi doit être écrite et non plus seulement définie par la coutume, ius. Et tout le monde se souvient, le long conflit politique qui, pendant une décennie à Rome, au milieu du 5e siècle, toujours, a opposé les patriciens, les familles nobles, aux tribuns de la plèbe, pour décider de graver ce premier code sur 12 tables de bronze qui seront exposées au vu et au su de tous, publiquement et sans interruption sur le forum. Et c'est formidable. Les Romains ont nommé une commission de 5 membres qui s'est rendue à Athènes pour étudier les lois de Solon. Et c'est ce basculement du droit non écrit au droit écrit, du ius à la lex, qui a été longuement discuté et qui s'est imposé à cette époque à tous. Et la deuxième notion, seconde notion romaine, c'est la res publica, l'État qui est en charge de l'intérêt général et qui est entre les mains des représentants des citoyens, des représentants des assemblées. Et c'est un pouvoir équilibré entre, ou en tout cas voulu équilibré, ou relativement équilibré, entre nobles et peuple. D'un côté parce que le cursus honorum, l'échelle des magistratures, qui comporte en théorie 5 degrés, de la magistrature mineure, la plus locale, à la magistrature majeure, le consulat. Le pouvoir des consuls est doublement limité, d'abord parce qu'ils sont 2, et ensuite parce qu'ils ne peuvent pas dépasser dans le temps 1 année, et qu'on ne peut en assumer que 2 dans une vie. Alors le consul, issu du Sénat, appartient par nature aux familles patriciennes, mais il est un contre-pouvoir à Rome, ce sont les tribuns de la plèbe, élus par cette assemblée du peuple qu'on appelle le concile plébéien, qu'on appelait autrefois, je ne sais pas si c'est encore comme ça, le concile plébéien. Le tribun, il faut rappeler ça, est sacrosanctus, sacro-saint, on dit en français, ce qui signifie qu'il est intouchable, physiquement,
interdit, de garantie dans son intégrité, que si quelqu'un s'attaque à un tribun, la souillure peut être effacée si n'importe quel citoyen met à mort celui qui s'est rendu coupable de cette agression, que tout citoyen a le droit de faire appel à lui pour contester une décision, et je vous rappelle que le tribun a droit de veto sur toute décision de magistrat, y compris judiciaire, et que pour donner un contenu réel à ce droit d'appel du citoyen au consul, les portes de la maison du consul, la porte de la maison du tribun doivent toujours rester ouvertes pendant le temps de l'exercice de son mandat. Personne ne peut s'opposer à ces décisions sauf notre tribun, et lorsqu'il prononce une sentence de mort, et qu'aucun de ses collègues tribuns ne s'y oppose, ils étaient 5 ou 10, 5 d'abord, 10 après les tribuns, il l'a fait exécuter en jetant le condamné du haut de la fameuse roche tarpéienne. La séparation, parce qu'il n'avait pas de force armée, le tribun. Donc on jetait le condamné du haut de la roche tarpéienne, qui, comme chacun sait, n'est pas si loin du Capitole qu'on le voudrait parfois. La séparation des pouvoirs est telle que le tribun de la plèbe n'est éligible à aucune autre fonction exécutive. Voilà l'isonomie et la res publica, discussion et vote des lois remis entre les mains des assemblées. Je veux ajouter simplement pour indiquer la modernité que dans ce droit initial, il y a les prémices de l'habeas corpus, c'est-à-dire le fait que nul ne peut être emprisonné ou condamné sans jugement. Et donc vous voyez le lien entre ces institutions et la question des libertés. Je voulais traiter des démocraties illibérales. Je ne vais pas le faire parce que ça serait trop long, de la question des démocraties illibérales, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui veulent découpler l'organisation du pouvoir démocratique de l'exercice des libertés. Je voudrais simplement faire 2 allusions. La première, c'est que pour les démocraties illibérales, dont un certain nombre d'exemples sont en train de se déployer ou essaient de se déployer, la première question qui vient, c'est la limitation de l'information. Et je voudrais simplement rappeler à quel point Hermès, dans la cité antique, était honoré en tant que le dieu qui permettait la propagation de l'information et la propagation du commerce. Et les ailes qu'Hermès avait à ses sandales, parfois sur son béret, ne sont pas autre chose que la défense et la promotion de l'échange. Et de ce point de vue-là, en tout cas, je crois qu'il n'est pas inutile de se référer à l'Antiquité. Je voudrais le faire sur une deuxième réflexion, plus contemporaine et plus grave, celle-là, et qui a à voir avec la Suisse. C'est la limitation du pouvoir par un droit qui est supérieur à toutes les décisions, y compris démocratiques. C'est en 1933, à Genève, devant la Société des Nations, que s'est jouée une partie du destin de notre siècle. En 1933, à Genève, il y a un citoyen de Haute-Silésie qui s'appelle Bernheim, un juif de Haute-Silésie, qui a fait aboutir une plainte contre l'Allemagne nazie, en disant que on faisait aux Juifs partout on les persécutait, il y avait des horreurs, des pratiques, c'est son texte, des pratiques odieuses et barbares contre leurs propres compatriotes réfractaires au régime. Il raconte toutes les provocations et les assassinats. Et c'est Goebbels qui répond au nom du gouvernement national-socialiste. Et je voudrais qu'on ait toujours en mémoire cette réponse de Goebbels.
Vous savez que quand autrefois le principe des souverainetés locales, c'était charbonnier et maître chez soi. Ça veut dire, même si vous n'êtes pas reconnu comme un grand, chez vous, vous êtes le patron. Et Goebbels monte à la tribune et dit ceci: Messieurs, charbonnier et maître chez soi, nous sommes un État souverain. Tout ce que raconte cet individu, il ne le nie pas, hein. Tout ce que raconte cet individu ne vous regarde pas. Nous n'avons, nous, nazis, de leçons à recevoir de personne. Nous faisons ce que nous voulons de nos socialistes, de nos pacifistes et de nos juifs, et nous n'avons à subir le contrôle de personne, ni de l'humanité, ni de la société des nations. Il n'y aura pas de condamnation. C'est un grand juriste français, René Cassin, qui rapporte cette scène. Il était là. On est à 200 km à peine. Pour ça, il ne faut jamais penser que tout ça est loin. De cette assemblée, de ces yeux qui se détournent, et avec ce chèque en blanc, au nom de l'absolu de la souveraineté nationale, qu'a commencé la pire guerre de l'histoire de l'humanité. 70 millions de morts et une certaine idée de l'homme qui a failli disparaître aussi. C'est pourquoi la souveraineté absolue territoriale, sans autre limite que la souveraineté des voisins, a produit tant de malheurs que cette idée du droit supérieur au pouvoir est une idée infiniment précieuse encore aujourd'hui. Je vais aller un tout petit peu plus loin encore. Nous avons parlé de système démocratique, de système politique, de démocratie, nous avons parlé du droit, mais nous n'avons pas abordé les plus profonds, c'est les raisons de vivre. Le mouvement le plus profondément civilisateur, le plus précieux que nous aurions hérité de l'Antiquité, ce n'est pas seulement le mouvement qui nous donne des lois, qui nous fait égaux devant la loi et qui nous fait maîtres des lois, que nous soyons puissants ou misérables, c'est le mouvement qui nous permet de penser que l'autre, l'étranger, est digne d'intérêt et même d'amour. Et cet héritage a deux sources qui appartiennent tous les deux à ce que nous rappelons ce soir. La première source est grecque et c'est, toujours au 5e siècle, c'est Antigone, dans la pièce proprement révolutionnaire de Sophocle, qui, la première, emporte la flamme. Alors vous vous souvenez tous de l'argument de la pièce. Polynice, le frère d'Antigone, s'est révolté contre son autre frère Éthéocle que Créon, le souverain, qui en plus est leur oncle, a choisi pour lui succéder. Et au cours des combats que provoque cette révolte, les deux frères s'entretuent. Créon honore Éthéocle et interdit qu'on donne une sépulture à Polynice, ce qui est la condamnation suprême, parce que c'est une condamnation au-delà même de la mort, puisque l'âme d'un mort sans sépulture est condamnée à une errance sans fin. Et depuis le début des temps, partout sur la planète, la loi de la cité, c'était la loi suprême. La loi du clan, la loi du groupe, la loi de la tribu, la loi supérieure. Et voilà que s'avance cette jeune fille fragile qui regarde en face le souverain. De surcroît, elle est fiancée avec son fils, Aimon, donc, pour ajouter au caractère tragique. Et elle le brave en annonçant qu'elle ne peut pas lui obéir parce que sa conscience lui interdit de se plier à sa loi, et cela pour deux raisons. Et si vous voulez bien que nous les partagions, c'est deux raisons par lesquelles le monde va basculer. La première de ces raisons, c'est qu'elle lui affirme que la loi divine est supérieure à la loi des hommes, à la loi de la cité, à la loi des puissants légitimes. Elle sait très bien qu'en disant cela, elle va mourir. Et lui n'a pas envie qu'elle meure. Elle n'a pas forcément envie de connaître ce destin. Mais cette dissociation de la loi de la conscience qui privilégie la loi divine à la loi de la cité, c'est l'affirmation d'une
une conscience individuelle qui choisit son destin. Puis il y a une deuxième affirmation que tout le monde a à l'esprit. Créon lui demande pourquoi elle fait ça, et elle répond cette phrase qui devrait être inscrite sur tous nos monuments. Elle répond « Utoi sunectein, alla sumphilei nefun ». Je ne suis pas né pour partager la haine, je suis né pour partager l'amour. On est au 5e siècle avant Jésus-Christ. Elle a dit deux choses. La conscience individuelle est plus forte que ta loi, et ma loi à moi, c'est la loi qui fait que je dois partager l'amour au lieu de partager la haine. Qu'on est en un seul moment sur le théâtre grec l'affirmation, le coup de tonnerre de ces deux affirmations-là, vous voyez les deux révolutions qui sont énoncées tranquillement et qui vont, comme une vague de tsunami, se propager dans les siècles. Elles vont se propager dans les siècles parce que 5 ou 6 siècles plus tard, va entrer en scène le troisième affluent de notre fleuve européen, c'est Jérusalem. Les disciples d'un jeune homme juif crucifié par les Romains à la demande des Juifs, c'est Jésus qu'on appelle Christ. Alors au début, on a l'impression que c'est une source qui ne fait aucun bruit. On croit que tous les sables de tous les déserts vont absorber l'eau qui perle de cette source, et puis se forme un ruisseau, et puis un torrent. Et Rome, sa puissance et son ordre de gouvernement, son ordre administratif et ses préfets partout sur la terre européenne et moyenne-orientale vont offrir le soutien de cette incroyable révolution. Il faut ajouter une chose à propos de la Bible, c'est qu'il y a eu un débat à Rome, toujours notre lien avec l'Antiquité, aux alentours de l'an 144 après Jésus-Christ. Il y a un théologien réputé, influent, fascinant pour beaucoup, qui s'appelle Marcion et qui propose que seuls les livres de l'Évangile rédigés par les apôtres soient considérés comme porteurs de la vraie foi et qu'avant cela, il n'y avait rien eu que des déformations. C'est la thèse même des musulmans par rapport au Coran, qui accusent les chrétiens et les juifs d'avoir eu, certes, entre les mains des éléments de la révélation, mais de les avoir trahis et travestis. Et ce débat a eu lieu, il avait en face de lui Tertullien et saint Irénée de Lyon, qui affirment au contraire que le Dieu du Christ, c'est le même Dieu que l'Ancien Testament. Et je ne sais pas si vous voyez la conséquence incroyable. On avait dit, l'Europe c'est ailleurs, Rome a porté des thèses qui ne sont pas les siennes, il y a une intégration de ce qui est extérieur et il y a une intégration de ce qui est passé. On fait entrer dans la foi nouvelle la foi ancienne. Et je trouve qu'il y a là un assez bon élément d'identité pour notre Europe. Donc on voit cette ouverture que le christianisme par Rome et en lien avec la Grèce, c'est le grec et la langue de cette propagation. Et donc ce triple héritage antique fait que l'Europe que nous honorons n'est pas fermée sur elle-même. De la Grèce, elle a reçu la philosophie, j'ai fini, elle a reçu la philosophie et la science. De Rome, elle a reçu l'organisation qui fait la puissance des États.
La voie romaine a été pavée dans toute l'Europe pour que puissent circuler les apôtres, les disciples, les humanistes, les disciples de la révélation, les agnostiques et les athées, qui eux aussi plongent leurs racines dans le scepticisme grec, dans le stoïcisme et dans l'épicurisme romain. Et c'est pourquoi le vrai nom de l'Europe, c'est pluralisme. Et quiconque voudra réduire ce pluralisme, je crois, se trouvera en échec. Tout le monde, enfin tous ceux qui me connaissent gentiment, savent que ma position personnelle, ma foi personnelle, je suis croyant et catholique, comme on dit pratiquant, mais je n'ai pas soutenu l'idée qu'il fallait inscrire dans un texte juridique les racines chrétiennes de l'Europe, c'est-à-dire une référence religieuse dans un texte constitutionnel. Parce que je pense que ce serait manquer à la réalité et à la vocation de l'Europe que de la limiter à une seule de ses sources. Et toutes les autres, de ce fait potentiel, nous en serions amputés en ignorant ce que nous avons reçu de Rome et de la Grèce. La thèse que j'ai voulu défendre devant vous, c'est que les sources disent beaucoup de nous, qui constituons le fleuve contemporain. Les sources ne sont pas si lointaines qu'on l'imagine, elles sont plus puissantes que les riverains des fleuves ne les croient, et si l'on trahit les sources, on trahit les fleuves. Et donc, si l'on devait retenir une conclusion ou une prescription de cette réflexion, c'est que mes chers collègues, alors pour le coup, c'est que le plus grand service qu'on puisse rendre à des citoyens européens, notamment à des jeunes, à des élèves et à des étudiants, c'est de leur donner à découvrir leurs racines en redécouvrant patiemment cette grande aventure et les sèves diverses qui ont irrigué notre Europe. C'est d'autant plus important que ces sources sont aujourd'hui le plus souvent ignorées, mais parfois combattues dans leurs principes, en feignant de confondre les modes de pensée et les modes de vie d'il y a 25 siècles, je pense à certains mouvements aux États-Unis, en feignant de les confondre avec des modes de pensée et des modes de vie contemporains. L'oubli de l'intermédiation de la culture, un oubli de ce que Rémi Brague appelle notre secondarité, c'est proprement une faute de la pensée et sans doute aussi une trahison morale. L'esprit de l'Europe nourrit aux sources antiques, sources qui ont savamment développé leur croisement et leur mélange, philosophique, politique, religieux, stratégique, linguistique, pour faire de l'Europe ce qu'elle est aujourd'hui, et celle que nous formons en son nom. Cet esprit de l'Europe, c'est, à mes yeux, l'avenir de l'Europe. L'Union européenne a justement choisi sa devise « In varietate concordia ». Alors, bien sûr, l'esprit n'est pas tout, il a besoin de corps pour le porter et pour l'exprimer, mais sans esprit, le corps perd ses raisons d'être et ses raisons de vivre, et par cette seule affirmation, vous vous trouvez, nous nous trouvons, à l'épicentre de cette bataille et en première ligne du combat. Tous nous savons que ce combat n'est pas facile, tant les intérêts qui le récusent et qui récusent cette réflexion, cette distance et cette ouverture, tant ces intérêts sont puissants, mais si précisément pourquoi votre rôle et votre conviction sont pour l'avenir de notre Europe éminemment précieux. Je vous remercie. Un grand merci, Monsieur François Bayrou, pour ces réflexions tellement stimulantes. Vous avez fait parler vraiment les sources, vous avez tiré des sources, des concepts clés, on pourrait dire, d'une politique européenne, et j'ai trouvé ça très enrichissant si l'on pense voilà aussi déjà à cette idée donc tout d'abord que l'Europe n'est pas un espace. Ça, on avait même discuté cet après-midi dans la première conférence aussi de Stefan Rivlin, c'est Europe, c'est la Méditerranée. Qu'est-ce que c'est l'Europe? Mais c'est plutôt vraiment une vision, comme vous avez dit, et d'ailleurs aussi que l'Europe est étrangère à la Grèce d'abord, donc c'est quelque chose d'autre qui est intégré le ailleurs aussi. Cette page de Plutarque avec ce mundus que chacun
contribue aussi donc dans une idée aussi contemporaine, sa partie avec sa terre d'origine pour créer après un ensemble qui devrait avoir cette homonoia, cette concordia, comme vous l'avez aussi dit, la place de la concorde qu'il y a partout, syntagma, homonoia et aussi et tout ça, et c'est fascinant. Donc les racines hétérogènes, le combat d'émancipation qui reste sans doute aussi absolument fondamental dans tout ce qu'on a, et aussi c'est aussi une chose que moi j'ai toujours trouvé fascinant, la limitation du pouvoir. On l'avait, le premier congrès du Centre des recherches atlantiques, c'était sur démocratie et populisme. Et là, vraiment aussi, moi, en tant que simple philologue, c'est pour la première fois que j'ai très bien regardé aussi la démocratie. Et comme là, c'est limité avec la dokimasia et les épreuves après aussi d'un mandat et tout ça. Donc ça, c'était pour moi aussi fascinant ici, et l'impératif de l'équilibre, mais je ne veux pas répéter tout. Mais après aussi, évidemment, toujours la question très difficile, et aussi si l'on regarde maintenant la guerre en Ukraine, mais parfois vraiment même absolument frustrante aussi, de la question du christianisme, le rôle qu'il joue là, et aussi les différentes formes de christianisme sur ça aussi Wolfram Kinzig va parler le samedi matin encore. Donc c'est tout très très fascinant. Et évidemment, nous sommes heureux que vous, en tant qu'agrégé de lettres classiques, vous trouvez aussi que cette recherche, que cette confrontation avec ces racines, c'est essentiel pour une orientation aussi vers l'avenir. Et je suis sûr qu'il y a aussi des questions et des demandes, des observations de la part du public maintenant. Et on a des microphones, donc vous devriez parler seulement quand vous avez le microphone dans vos mains. Donc la discussion est ouverte. C'est pas facile après ce panorama. Oui. En toutes les langues, je dirais aussi. Je peux aussi traduire si jamais. Avant que vous avez dit une phrase, j'ai eu l'idée, il y a encore la phrase française « Vive la différence ». Nous sommes d'Allemagne et nous avons vécu au Liban, un peu à Malaisie, un peu à Japon, un peu aux Pays-Bas, et maintenant en Espagne. Et nous pensons la différence, c'est plus couleur. Bien. Il ne dit rien. Oui, je ne peux que dire mon accord avec vous. Je pense que... Alors, si je dois être tout à fait sincère, je suis éminemment d'accord avec vous à condition que nous acceptions de savoir, nous, qui nous sommes aussi. Parce que il y a un mouvement intellectuel, Husserl par exemple, d'autres, Paul Valéry d'une certaine manière, qui disent « est européen quiconque accepte la culture européenne ». Il se trouve que moi, comme citoyen, comme responsable civique, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je ne pense pas, vous savez que l'extension d'un concept et la définition du concept sont les deux éléments qui permettent de les penser. Je ne pense pas qu'il faille étendre à l'infini l'idée que l'Europe, c'est seulement une culture. Je pense très important que nous considérions que, sachant qui nous sommes, nous devons être capables de savoir où nous voulons aller. Je pense très important, vous avez mentionné l'Ukraine, je n'ai pas voulu le faire dans mon exposé, parce que je voulais un peu désactualiser. Je pense très important que nous soyons aussi une volonté politique, que de cette culture, nous soyons capables de tirer et d'exprimer
et de porter une volonté politique. C'est la raison pour laquelle je suis tout à fait pour les différences, à condition que nous acceptions d'être différents. Le fossé qui est en train de se creuser dans l'Atlantique entre la société américaine et la société intellectuelle américaine, et nous, mérite que nous affirmions que nous croyons à un certain nombre de choses universelles, que nous ne sommes pas partie prenante, en tout cas moi je ne me sens pas partie prenante de la guerre des femmes contre les hommes, au fond de la guerre de tous contre tous, ce qui est un débat qui en France aujourd'hui occupe des pans entiers de la société, y compris de la société académique, de la société universitaire. L'école normale supérieure a décidé d'interdire certains couloirs aux hommes. C'est rigolo parce que en 1968, c'était exactement le contraire. Il s'agissait précisément de lutter contre l'interdiction des couloirs aux hommes. Et cette espèce, au fond, d'éternel retour, quoi qu'on ne se baigne pas dans le même fleuve, on peut cependant considérer que nous vivons un éternel retour. En tout cas dans ces domaines-là. Et donc je suis pour la différence à condition que nous nous acceptions différents et que nous assumions ce que nous sommes. Parce que l'héritage que j'ai essayé d'écrire là, ou d'élucider à partir de l'Antiquité, c'est pas un héritage commun, pas un héritage à brader, c'est pas un héritage qui vaut n'importe quel autre héritage, à mes yeux. Un héritage singulier, précieux, qui a seulement l'avantage, et c'est là où je vais dans votre sens, de nous ouvrir à la compréhension des autres. Du passé, on vient d'en faire un exercice, et du présent. D'autres questions, weitere Fragen in allen Sprachen? Vielleicht sogar Latein, Sotera. Microfono. Posso provare in francese, ma il mio francese... Sì, ma je comprends l'italien. Ah, ok. Molte grazie del suo contributo. Una domanda specifica sulla sua interpretazione dell'espressione di Antigone, che lei ha giustamente tradotto: io sono nata per condividere odio, per condividere amore e non per condividere odio. C'è la possibilità di interpretare però questa espressione in senso molto limitativo, cioè Antigone condivide l'amore per il suo clan, per la sua famiglia, per suo fratello, e rifiuta tutto ciò che è fuori da questo clan, al punto da opporsi ad una legge dello Stato o ad una legge generale che rappresenta invece un progresso. Vorrei sapere se lei invece crede che questo verso di Antigone rappresenti un messaggio universale, se l'amore di Antigone è universale, come mi sembra di aver capito, e in questo caso se proprio la storia occidentale e la storia europea in particolare non ha tradito questo messaggio di Antigone, se lo interpretiamo in senso universalistico. On peut au moins se mettre d'accord sur un point, c'est que le propre de la poésie, c'est qu'elle peut transcender les interprétations différentes. Moi, je trouve que Utoi sunektein alla sumfilein efun, ne serait-ce que dans la mélodie de la phrase, c'est tellement puissant que ça peut admettre une multiplicité d'interprétations. Mais le tsunami que ça nourrit, et puis le christianisme qui est venu après pour en faire une loi majeure, ton prochain comme toi-même,
mérite qu'on la retienne, même s'il peut y avoir des interprétations différentes, ce que je comprends très bien. Et donc la question évidemment aussi, quelle est la trahison d'un concept universel? Mais ça c'est, pour ainsi dire aussi, la vision du tragique que chacun a. Quelle est la trahison du concept? Oui, elle avait demandé aussi sur ça, donc si c'est un concept... Microphone, bitte. Je peux être d'accord qu'il y a dans la poésie de Sophocle et dans ses vers, il y a une règle générale de les vivre ensemble. Et ma question est si nous voyons dans ces vers proprement ces messages, si notre histoire européenne, occidentale, c'est une trahison de ces messages. Oui, mais c'est une trahison. J'ai raconté l'histoire de Goebbels. C'est une trahison. Ouais. Notre histoire humaine des 25 derniers siècles n'a cessé d'être une trahison du message. Elle n'a cessé d'être une trahison du message chrétien. Et en même temps, alors je m'avance, hein. En même temps, je pense que l'humanité a besoin d'Antigone et de Créon. L'humanité a besoin d'absolu et de relatif. Je pense qu'une humanité qui en serait réduite à l'idéalisme absolu que vous sentez bien, je partage en grande partie, serait une humanité qui s'exposerait au retour qui s'expose tous les jours au retour du refoulé, sur les questions d'identité, sur les questions de nous et des autres. C'est pourquoi je défendais tout à l'heure l'idée que nous avons besoin d'assumer notre propre identité. Et cet équilibre-là, qu'au fond, Antigone, parce que vous avez compris, enfin, en tout cas, ma lecture de la pièce de Sophocle, que je n'ai pas relue depuis longtemps, mais que j'ai en mémoire, ma lecture de la pièce de Sophocle, c'est que Antigone ne récuse pas la loi de la cité. Elle décide simplement, à titre humain, personnel, de ne pas obéir. Elle ne dit pas que la loi de la cité est une iniquité, qu'elle est infondée, qu'elle est injuste. On a besoin de cet ordre-là. On a besoin d'un certain ordre. Simplement, pour des hommes politiques doués de conscience, ils doivent chercher inlassablement le chemin pour qu'on n'entre pas dans une opposition irréductible entre les deux. Et d'ailleurs, vous savez bien qu'à la fin de la pièce de Sophocle, c'est ça. Créon décide de gracier Antigone. Seulement, elle s'est pendue. C'est vraiment peut-être aussi la question que vous aviez touchée avec la limitation du pouvoir aussi. Donc aussi le pouvoir de Créon devrait avoir certaines limites qu'il n'a pas respectées. Donc on a Massimo Rocchi, Wolfram Kinzig und Victor Walser auf der Rednerliste. Ma question est la suivante. J'ai 65 ans et je suis né en Europe et je vis en Suisse. Et je parle de l'Europe en Suisse et de la Suisse en Europe. Quelquefois, je me suis senti un peu comme un habitant de l'île de Mel. Mais l'Europe n'a jamais détruit mon pays, la Suisse. Maintenant, nous tous, nous sommes devant une guerre. On est devant une trappe de Thucydides. Quelle est votre opinion? Je me sens souvent à 65 ans heureux de ne jamais avoir vécu une guerre. Est-ce que je suis naïf? Je suis con? Il faut retourner aux Romains. Senatus populusque Romano. Populus, c'était les soldats.
mais je prends des médicaments, je ne me sens pas soldat. Le matin, j'ai besoin de mon yaourt, je suis un peu ridicule comme soldat. J'aimerais un mot d'espoir ou une sortie de secours sur cet argument. Merci. Ce que vous me demandez, c'est tout l'engagement de ma vie. Nous avons toutes les raisons de désespérer. Si l'on fait un bilan des forces en présence, les forces en présence, l'addition des forces qui veulent pousser à l'irréductible affrontement est infiniment plus puissant que ceux qui essaient de croire à la vertu universelle. Infiniment plus puissant. Et pourtant, ils perdent chaque fois. Notre histoire européenne, ils perdent chaque fois. J'ai beaucoup écrit sur un roi de France qui s'appelle Henri IV. Heinrich Mann avait beaucoup écrit sur Henri IV aussi. Un roman puissant. Et pourquoi Henri IV? C'est une histoire absolument incroyable. Henri IV est né à Pau. Pau, à l'époque, c'est une principauté, le Béarn, souveraine, qui a à sa tête un roi, une reine, parce que chez nous, la loi salique n'existe pas et les femmes règnent. Et c'est un roi reconnu comme roi dynastiquement, mais qui a perdu son royaume parce qu'ils sont rois d'une puissante province espagnole qui s'appelle la Navarre. Donc, le Béarn, c'est la souveraineté, et la couronne, c'est la Navarre. Comme vous savez, dynastiquement, les rois se reconnaissent entre eux, et il est très ami avec François Ier. Et il s'appelle Henri, ils partent tous les deux, Henri et François Ier, faire les guerres d'Italie, et ils sont pris en même temps, le même soir, le même jour à Pavie, mais notre roi de Navarre, seigneur de Béarn, s'échappe pendant la nuit. François Ier, comme vous savez, restera 3 ans, devra donner une rançon énorme, et ses fils en otage. C'est un moment très, très important de l'histoire européenne. Et quand François Ier rentre, il donne à Henri de Navarre sa sœur en mariage. Et sa sœur, c'est Marguerite de Navarre, c'est-à-dire la plus grande intellectuelle de son temps. Peut-être le nom de son roman, L'Heptaméron, vous sera en mémoire. C'était cette année au programme de la Grègue encore. Donc, bon. Et ceci se passait, comme dit Victor Hugo, non pas en des temps très anciens, mais en des temps absolument cruciaux, parce que c'est la naissance des guerres de religion. La réforme, qui est une proposition à l'intérieur de l'Église, et vous avez à en connaître, y compris à Zurich, c'est Zwingli qui était zurichois, n'est-ce pas? Et donc, la réforme s'avance sur la scène de l'histoire, tout le monde hésite, y compris à la cour de Navarre, y compris à la cour de France. Marguerite de Navarre, c'est une intellectuelle, donc elle a laissé les humanistes, elle a aidé les humanistes. Son secrétaire s'appelle Clément Marot. Et puis il y a une guerre philosophique en même temps que amoureuse. Et
son mari, qui était un très grand seigneur à la cour de France, va basculer vers le catholicisme, et elle va basculer vers la réforme, et elle devient la figure de proue, parce que c'est la seule reine sur le continent européen qui soit à la réforme. Il y a la reine d'Angleterre, mais c'est de l'autre côté de l'eau. Et donc, et la guerre est si forte, elle est le chef de l'armée protestante et son mari est le chef de l'armée catholique. Ce qui fait que pour le jeune garçon qui va naître, la guerre de religion qui ensanglante la France, en tout cas, une partie de l'Europe, c'est la guerre entre son père et sa mère. Et l'armée de sa mère, ou des alliés de sa mère, tue son père. Et puis, il y a des accidents dynastiques très importants, sans nombre, et il se retrouve légitimement héritier du trône de France. Il fait un aller-retour catholique-protestant, il finit par conclure qu'au fond, c'est pas si éloigné que ça, et il devient roi de France. Et il ne va avoir qu'une seule obsession, c'est de réconcilier les protestants et les catholiques, c'est-à-dire son père et sa mère. Et il est le rédacteur de ce qu'on a appelé l'édit de Nantes, c'est-à-dire la première affirmation dans une loi respectée au royaume de France que les sujets ne doivent pas automatiquement suivre la loi du souverain. Vous savez, on disait cuius regio eius religio. Vous comprendrez peut-être mieux que le français que je prononce. Et c'est l'édit de Nantes, c'est-à-dire, selon moi, le premier pas vers ce qu'on a appelé en France laïcité, mot incompréhensible partout ailleurs dans le monde. Il y a toutes les raisons de penser. Henri IV a fait ça, et il va être assassiné pour ça. Et c'est d'ailleurs sa mort qui va faire sa gloire. Il y a toutes les raisons de penser qu'on perd. L'édit de Nantes, cet édit de tolérance, d'acceptation, il va être abrogé 100 ans après par Louis XIV. Les protestants, on le sait bien ici, vont tous quitter la France. Et cependant, au bout du compte, c'est ceux qui croyaient à la tolérance et à la bienveillance qui l'ont emporté. Jusqu'à ce jour. J'ai dit tout à l'heure que c'est pas du tout garanti qu'on réussisse. Mais cependant, c'est la seule chose qui vaille et c'est le seul combat qui vaille. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Baisser les épaules, mettre les mains derrière son dos et dire c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, on a perdu la bataille. Et... Moi, je ne peux pas. Ça n'est pas que intellectuellement, je ne puisse pas l'accepter, c'est simplement que physiquement, je ne peux pas l'accepter. On me dit, tu es obligé de renier tout ce que tu crois pour avoir le pouvoir. Je dis, allez vous faire voir. Je veux dire que la question que vous posez, donnez-nous des raisons d'espérer, c'est même pas la bonne question. La bonne question est, est-ce que je peux vivre sans porter cet espoir ? Vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez pas ne pas vous engager. Vous ne pouvez pas ne pas croire que les forces positives, au bout du chemin, l'emporteront sur les forces négatives. Même si toutes les forces négatives apparaissent les plus puissantes de toutes. Je suis tout à fait d'accord, mais les 25 derniers siècles que nous venons de survoler, les 27 derniers siècles que nous venons de survoler, ils donnent raison à qui ? Donnent pas raison aux fanatiques, donnent pas raison à tous ceux qui invitaient à baisser les bras. Elles donnent mystérieusement raison. Et je dis mystérieusement, je vais le dire autrement, elles donnent providentiellement raison à ceux qui croient que, bizarrement,
le faible peut triompher sur le fort. Ça, Ça ne veut pas dire pour autant, je finis là-dessus, qu'on ne doive pas essayer de mettre un peu de force de son côté. Hein. Je pense que le devoir, notamment le devoir de ceux qui croient à ce type de mouvement historique ou à cette dynamique historique, leur devoir, c'est d'armer une entité politique capable de supporter ces idées-là. Je n'ai pas du tout envie d'être désarmé en face de tous les Poutines de la création. Pas du tout envie. Je pense que c'est plutôt mieux quand on peut aider à se défendre. Mais ça nécessite simplement que nous renoncions à la défaite. Une fois pour toutes. En tout cas, c'est ce que je crois. c'est ce qui nous donne espoir. Wolfram Kinzig. Can I ask my question in English because Yes, my spoken of French is course. already a bit rusty. Thank you very much for your talk. I thought it was absolutely fascinating, and I admire your courage to do this in front of this audience as a non-active historian, but a politician. And you told the story of the influence of Rome, Athens, and Jerusalem. And being full of admiration, I still want to ask whether something wasn't missing here. A fourth city, that's Mecca. You told the story without Islam. And I would argue Islam is also an ancient phenomenon which has to be taken into account. As a church historian, I wonder whether one of the biggest mistakes Europe has made is to tell the story of Europe without Islam. And that is something which is now posing a particular challenge as a result of migration into Europe, etc., that we are not prepared to cope with this kind of challenge because we haven't learned to tell the story of Europe, including Islam. So that's my question. Yes. Isn't something missing there? Je vais essayer de vous répondre. J'ai fait exprès. Ou plus exactement, vous n'avez pas entendu une phrase que j'ai indiquée où je traitais cette question, et cette phrase était l'explication du fait que je n'ai pas ajouté une quatrième source. J'ai dit que la différence qu'il y avait dans la manière dont nous avons traité ces sources antiques, c'était que nous sommes allés reconnaître la légitimité de sources qui n'étaient pas les nôtres. Nous avons accepté des sources hétérogènes. J'ai dit que la Bible était hétérogène, j'ai dit que la Grèce était hétérogène, et que Rome avait porté tout ça venant de l'extérieur. Alors que le propre de l'islam, c'est qu'il considère, en tout cas de l'islam le plus fréquent, c'est qu'il considère que tout est dans le Coran et qu'il n'y a presque rien avant le Coran. Je dis presque rien. Il considère, comme je l'ai dit, que les Juifs et les chrétiens ont eu des éléments de la révélation, mais qu'ils les ont trahis. Et que le Coran se suffit à lui-même. Et que le Coran, c'est la langue de Dieu. Que l'arabe coranique, c'est la langue de Dieu. Et que donc, d'une certaine manière, ce caractère ouvert sur le lointain, dans l'espace et dans le temps, il est hétérogène, ou ce refus de ce caractère ouvert dans l'espace et dans le temps est hétérogène à ce que nous sommes en Europe. C'est la raison pour laquelle je crois que autant je peux suivre historiquement le rôle que
la philosophie, la science, la traduction des musulmans en fait pour apporter à la pensée européenne. C'est par eux qu'Aristote est passé, c'est par eux que la science est passée, mais philosophiquement, l'idée en tout cas actuelle, je dis en tout cas en sachant que ça n'a pas toujours été le cas, et encore plus l'idée du retour à un passé d'il y a 13 siècles, rendait d'une certaine manière une tension entre l'islam et l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu entrer dans ce sujet, qui était évidemment très actuel, mais je ne peux pas considérer que cette philosophie de « tout est dans le Coran et rien ailleurs », qui est en tout cas la philosophie actuelle, soit cohérente avec l'idée de l'Europe. Voilà la raison pour laquelle je me suis abstenu d'aborder le sujet. Si je peux brièvement ajouter une pensée à ça, parce que je trouve ça très fascinant, mais en même temps, c'est un des problèmes de nos sociétés, qu'on a tellement de fondamentalisme aussi dans la tradition chrétienne, par exemple aux États-Unis, les évangélicales, l'extrême droite dans notre catholicisme aussi. Donc c'est là la même pensée que vous avez dessinée. C'est la même pensée que vous avez dessinée là. Et donc je dirais c'est peut-être plutôt la tension entre une conception d'Europe qui est ouverte, qui est pluraliste, qui reconnaît que c'est l'étranger qui fait la richesse aussi après et tous ces processus de dynamique aussi d'échange culturel et tout ça. Donc c'est ça, et je pense aujourd'hui, et vous allez faire maintenant ce travail énorme aussi pour la société en France qui a de telles tensions et qui sont en partie aussi religieuses, j'ai l'impression, j'ai vu aussi, quand on a vu aussi même Zemmour qui parfois a travaillé sur le milieu du catholicisme extrême et tout ça. Oui, Zemmour est juif. Oui, je sais, ça c'est encore un point en plus, c'est tout ça. Mais en tout cas, là, il y a des problèmes sérieux. En tout cas, monsieur le professeur, ce que j'ai voulu montrer pour ne retenir que, c'est que l'Europe, considérée à partir de ses sources, c'est l'ouverture. Voilà. Et c'est pourquoi je me suis abstenu d'aborder ce sujet de tension. Toute dernière question de Victor. Vous avez souligné que l'esprit de l'Europe, c'est l'Europe, mais qu'il faut aussi un corps. Mais il me semble que beaucoup de gens et aussi des politiciens pensent que le corps, c'est la chose la plus importante, la chose primordiale, et que l'esprit va s'installer après quelque temps plus ou moins naturellement. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Je n'appartiens pas à cette conviction-là, à cette école-là. Je pense le contraire. Je pense que l'esprit est premier, ou en tout cas, il ne peut pas être second. Je pense que je suis tout à fait de ceux qui pensent que le verbe sans chair, c'est pas idéal. Et même que le verbe se fait chair. Pas seulement théologiquement, mais politiquement aussi. Je pense que la puissance d'une idée, de son évocation, de sa défense, de sa promotion, crée du réel, crée du tangible, je pense que le corps politique est absolument essentiel à l'esprit politique. Et donc, c'est le sujet de la thèse de ma fille. Donc, le corps politique chez les phénoménologues. Donc, en tout cas, je ne suis pas du tout de ceux qui pensent que seul
les rapports de force règlent les questions. Je pense que la plus grande force, c'est une idée bouleversante. Et c'est pourquoi Utoi Synectein la Sylphilène est fait. Un grand merci et nous vous souhaitons vraiment tout le courage, la force et aussi la sagesse pour votre combat maintenant aussi en France, mais aussi pour l'Europe, pour une Europe ouverte qui accepte les différences, qui voit l'étranger, qui voit tout ensemble, etc. Et en tout cas, un très, très grand remerciement d'être venu ici à Zurich, de nous avoir parlé. Et nous avons maintenant la possibilité de continuer cette discussion parce qu'en bas, dans la Lichthof, est maintenant servi un apéro riche. Vous tous et vous toutes êtes chaleureusement invités à cet apéro riche qui nous donnera la chance de discuter encore en plus. Encore une fois, un très, très, très